Bienvenue à ce cycle de conférences sur l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 23e conférence, j'analyserai les moyens mis en œuvre par la Société Saint-Jean-Baptiste pour défendre les droits historiques du peuple québécois dans les 2 premières décennies du 21e siècle. Comme les perspectives d'une accession à l'indépendance s'estompaient avec l'arrivée au pouvoir du Parti libéral en 2003, la question linguistique reviendra sur le devant de la scène. Selon le président Jean Dorion, l'existence du mouvement indépendantiste se justifiait d'abord et avant tout par la nécessité de préserver la langue française. Comme il le rappelle dans son mémoire annuel de 2004, si le Québec parlait anglais, il n'y aurait pas nécessité de faire l'indépendance du Québec. En 2004, les constats sont alarmants sur le plan de l'évolution démographique. Et on constate en particulier un recul de l'école française. Jean Dorion va donc organiser des rencontres, comme la Société l'avait fait dans le passé, avec les dirigeants des principales centrales syndicales pour faire renaître le mouvement Québec français sous le nom de Montréal français, puisque Montréal subissait de plein fouet le processus d'anglicisation. La réouverture du front linguistique s'explique par le fait que le gouvernement libéral voulait autoriser l'enseignement de l'anglais dès la première année du primaire et aussi par le fait que le gouvernement libéral imposait des coupures dans les budgets de francisation des immigrants. Et donc, on voulait donc combattre le bilinguisme institutionnel qui commençait à s'instaurer. Et pour ce faire, on soutenait la thèse suivante: mettre les deux langues sur le même pied, c'est mettre les deux pieds sur la même langue. Pour renouveler l'analyse de la situation linguistique, Mario Beaulieu va mettre sur pied un cycle de conférences sur la question linguistique dans le cadre de ce qu'il a appelé les Jeudis de la langue. Ces rencontres permettaient de présenter les réalités démolinguistiques de Montréal. Mario Beaulieu va donc assumer la présidence de ce mouvement Montréal français fondé le 25 mai 2006. Et il a l'ambition de ramener la question de la langue dans l'espace public. On veut passer à l'offensive et surtout ne plus se laisser culpabiliser en rappelant les politiques ethnocidaires déployées par le Canada à l'endroit des francophones hors Québec. Je cite une de ses déclarations. Il est plus que temps de passer à l'offensive, de briser le silence sur le passé génocidaire du Canada anglais et surtout de dénoncer ces pratiques affaiblissant le statut du français et les ingérences incessantes du fédéral dans la politique linguistique québécoise. Les rappels historiques, donc, servent à la société pour combattre l'amnésie collective qui mène à l'abandon et à la démission, selon Mario Beaulieu. La société va aussi s'engager sur un nouveau front. Elle va participer au débat sur les accommodements raisonnables en présentant le 10 décembre 2007 un mémoire devant la commission Bouchard-Taylor. Mémoire intitulé Le français, langue officielle et commune, une valeur fondamentale et non négociable. Dans son mémoire, la société relie les problèmes d'intégration à l'affaiblissement de la loi 101 qui a subi depuis son adoption plus de 200 amendements, de sorte que le français est devenu une langue minoritaire à Montréal. Et donc, c'est le bilinguisme et le multiculturalisme imposés par la Charte canadienne des droits qui ont engendré cette crise des accommodements. Le président Mario Beaulieu demande à la commission Bouchard-Taylor de favoriser la levée du tabou entourant la langue et l'immigration en présentant un portrait plus réaliste et objectif de la situation du français. Alors, pour favoriser l'intégration linguistique et économique des nouveaux arrivants, il soutient qu'il faut appliquer rigoureusement la Charte de la langue française et
la renforcer. Sur la question des symboles religieux, la société préconise une laïcité modérée et vise à laisser la place aux symboles religieux qui sont déjà présents dans l'espace public, mais refuse que d'autres nouveaux symboles s'ajoutent dans les institutions publiques. Devenu président en 2008, Mario Beaulieu s'est fixé comme objectif de désenclaver le discours souverainiste du cadre économique et de le recentrer sur les faits essentiels de la nation, soit la langue, la culture et l'histoire. Fait à noter, sous sa présidence, la société va innover sur le plan des moyens d'action en se mettant à l'heure des nouvelles technologies de l'information pour mieux rejoindre les jeunes et faire la promotion du français. Il met donc en ligne un site Internet intitulé français101.com, qui est un outil didactique pour l'apprentissage du français, outil dédié aux immigrants. Ce site est consulté environ 10 000 fois par mois. Il va aussi doter la Société Saint-Jean-Baptiste d'une page Facebook et d'un site Internet pour faire connaître les actions et les positions de la société. En 2010, il lance l'idée d'une table de concertation réunissant des organismes patriotiques, des organisations syndicales comme la CSN, la CEQ et la FTQ pour protéger le français comme langue de travail. Cette coalition s'appellera les Partenaires pour le Québec français et dénonce la décision du gouvernement libéral d'autoriser des écoles passerelles qui permettent aux parents anglophones d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées pendant 1 an et ensuite de les réinscrire dans le système public, ce qui était une façon de détourner la loi 101. Pour donner plus d'envergure à la question linguistique, il va recréer le mouvement pour le Québec français le 6 juin 2011 afin toujours de renforcer la charte de la langue française. Il s'associe au syndicat de la fonction publique pour faire respecter le droit de travailler en français, non seulement à Montréal, mais aussi dans les régions où on constate que 13% des emplois du secteur public utilisent l'anglais comme langue de travail. Alors, le mouvement Québec français soutient que les Québécois financent leur propre minorisation. Dans ce même état d'esprit, il va dénoncer le surfinancement des universités anglophones par rapport aux universités francophones. Autre fait d'armes du président Beaulieu, il va soutenir activement la promotion de l'enseignement de l'histoire en initiant le 25 août 2009 la formation d'une grande coalition pour l'enseignement de l'histoire. L'objectif est d'influencer le contenu des programmes en histoire en contestant la vision de l'histoire que véhicule l'idéologie multiculturaliste au détriment de l'enseignement de l'histoire nationale. Alors, par l'intermédiaire de la Fondation du prêt d'honneur, il accordera une subvention de 10 000 pour effectuer une recherche sur l'enseignement de l'histoire au Québec. Cette action en faveur de l'histoire se manifeste aussi par la dénonciation de la reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham, par la commémoration du 160e anniversaire de l'incendie du Parlement de Montréal, par l'érection d'un buste à l'effigie du général de Gaulle et par la demande de changement de nom de la rue Amherst qui honorait la mémoire d'un général anglais qui avait pratiqué la guerre bactériologique contre les Autochtones. Mario Beaulieu expliquait cet engagement pour la promotion de l'histoire de la façon suivante. La connaissance de l'histoire, dit-il, permet aux Québécois de toutes les origines de participer à l'élaboration d'un avenir commun, d'un futur issu non pas de quelques magma multiculturels confus, mais qui s'arrime à un passé explicatif du présent en offrant la cohérence pour le futur. La diffusion de l'histoire nationale, tout comme le renforcement de la législation linguistique, devait conforter l'identification au Québec et favoriser une meilleure intégration des nouveaux arrivants. Ces objectifs étaient pensés comme étant préalables à la réalisation de l'indépendance.
En mars 2014, la Société Saint-Jean-Baptiste va élire son plus jeune président, Maxime Laporte, qui succède à Mario Beaulieu, ce dernier ayant fait le saut en politique fédérale pour devenir chef du Bloc québécois. Le président Laporte entend lui aussi rompre avec l'omerta qui pèse sur la question de l'indépendance, ce tabou étant entretenu par le désengagement et la déresponsabilisation des élites envers le combat national, soutient-il. Comme son prédécesseur, il met l'accent sur la défense de la langue française et sur la promotion de l'histoire. Mais il colore ses positions de l'esprit républicain, ce qui est nouveau dans le discours de la Société Saint-Jean-Baptiste depuis le retour des Patriotes au milieu du siècle dernier. Il veut tisser de nouvelles alliances avec les écologistes, avec les Premières Nations et avec les communautés culturelles. Il va surtout prendre l'initiative d'entrer en relation avec les autres peuples en lutte sur la scène internationale. Il engage ainsi la société dans l'action internationale en participant à des missions d'observation lors du référendum écossais de 2014, lors du référendum catalan du mois d'octobre 2017. Il va aussi établir les bases d'une délégation de la Société Saint-Jean-Baptiste en Haïti afin de créer un pont entre les sociétés civiles québécoises et haïtiennes. Enfin, la Société participe en 2016 au Forum social mondial en organisant des rencontres sur le droit à l'autodétermination. À la différence des partis politiques qui se mobilisent sur des enjeux à court terme et qui ont tendance à les abandonner au fil de l'actualité, la Société Saint-Jean-Baptiste est gardienne de la mémoire nationale et elle dispose de ressources matérielles et intellectuelles pour mener des batailles à long terme. En 2015, sous la présidence de Maxime Laporte, la Société va se substituer à la mollesse de l'État québécois dans la défense de la loi 99, appelée Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Cette loi, je le rappelle, avait été adoptée par le gouvernement Bouchard en 2000 en réaction à l'adoption par le Canada de la loi dite sur la clarté. Elle visait à rendre effectif le droit à l'autodétermination du peuple québécois et protégeait l'ensemble de ses lois en affirmant sa souveraineté sur le territoire québécois dans les domaines constitutionnels de sa compétence. Le président Laporte pense que cette stratégie judiciaire permettra de faire comprendre à la nation et à ses élites que la question constitutionnelle n'est pas réglée. En menant cette bataille, il espère faire œuvre pédagogique en obligeant le régime canadien à exposer publiquement ses positions devant un tribunal et à l'obliger à répondre des torts qu'il a imposés à la nation québécoise. La Cour supérieure rendit son jugement le 19 avril 2018 et la juge Claude Dallaire a confirmé la validité constitutionnelle de la loi 99. Elle rejetait de ce fait la position du gouvernement du Canada qui prétendait que cette loi n'avait pas de portée juridique. Maxime Laporte commentant en ces termes cette victoire, je le cite, nous avons gagné nos droits aliénables, nos fondements démocratiques, notre statut juridique, tel que formellement énoncé par la loi 99, ont été entièrement sauvegardés par la Cour supérieure, et cela dans toute leur portée. On constate donc que par sa seule détermination, la Société Saint-Jean-Baptiste a réussi à préserver les intérêts supérieurs de la nation, menant un combat contre la mollesse des élites politiques québécoises. Elle a fait reconnaître par un tribunal le droit fondamental du peuple québécois à décider par lui-même sans avoir à subir les ingérences de l'État canadien. L'effet principal de ce jugement était de reconnaître que la règle du 50 plus 1 passait le test de la Constitution canadienne, contrairement à ce que prétendait la loi sur la clarté. Certes, il s'agissait d'une victoire défensive, une victoire qui permettait de sauvegarder nos droits fondamentaux.
Mais gagner une bataille n'est pas gagner la guerre, et comme le répétait Gaston Miron, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire. Je vous remercie encore une fois de votre attention et j'espère vous retrouver pour notre prochaine conférence.